les plantes malades attaquées, ce sont des plantes qui sont oxydées et qui n'arrivent pas à se défendre parce qu'elles manquent d'énergie. Et elles manquent d'énergie, pourquoi? Parce que la photosynthèse est insuffisante. Alors soit elle n'est pas efficace parce qu'il y a des carences, qu'il y a un climat qui ne va pas, qu'il n'y a pas d'eau, soit il n'y a pas cette surface. On a enlevé des plantes, on n'en a pas mis assez, soit parce qu'il n'y en a que pendant une partie de l'année. La deuxième raison pour laquelle elles peuvent manquer d'énergie, c'est qu'elles font face à des stress biotiques, ou donc des bioagresseurs, des pratiques culturales, parce que je mets les pratiques culturelles comme des stress biotiques possibles. Et puis, ou sinon abiotiques, c'est ce qu'on disait, climat, carence, toxicité. Donc, ça demande de l'énergie pour maintenir leur équilibre, enfin, maintenir leur fonctionnement. Et puis la troisième raison, c'est qu'elles sont dans un milieu qui est déséquilibré, qui demande de l'énergie pour être rééquilibré, pour éviter toutes les carences qui vont être induites par les conditions du milieu. Et puis réduire les stress. Voilà, donc pour ça, elles vont mobiliser des micro-organismes, et puis aussi de la mésofaune, de la macrofaune. Elles vont faire un habitat, une alimentation pour ces organismes. Et puis ça va réguler le pH, le redox, dans une grande diversité de niches, en particulier au sein de ces micro-agrégats. Okay. Il y a quelques données quand même sur un agrégat de 7 mm, le redox au cœur peut être plus de 200 millivolts plus bas que sur l'extérieur. Donc il y a des gens qui arrivent à mesurer à peu près. Voilà, et puis surtout pour restructurer, il faut de l'énergie pour restructurer. Pour créer de la porosité, c'est des racines, c'est des vers de terre, c'est des amibes qui se déplacent, c'est de l'énergie pour stabiliser ça, des sucres pour coller, toute une série de choses produites par les champignons. Voilà, donc cette restructuration, on a vu, c'est essentiel pour réguler, pour donner une capacité tampon au sol, pour donner une diversité de niches pH redox, et puis une réserve en eau, enfin toute une série de choses. Alors comment ça se passe? Ça va être une histoire d'allocation de l'énergie en fait. Disons on va dire qu'une plante donnée produit 100%, enfin 100% de son énergie. Comment elle va le répartir? Dans un milieu à peu près équilibré, elle va en mettre autour de 20%, on va dire, au niveau de la rhizosphère en particulier. C'est pour nourrir des micro-organismes, pour entretenir cette structure, pour sous-traiter aussi la prospection à des mycorhizes. Ça coûte moins cher que de faire des grosses racines. Il y a toute une partie, c'est un pourcentage assez fixe. Alors, c'est des valeurs indicatives, hein, mais ça va être relativement fixe en pourcentage pour le métabolisme. Et puis, il va y avoir une partie pour la croissance, des racines et des parties aériennes. Voilà. Et puis, elle va commencer à faire des réserves d'énergie, des antioxydants, c'est des métabolites secondaires. On peut voir ça aussi comme ça. Alors, comme elle a sa capacité de enfin sa surface foliaire qui augmente, qu'elle est bien nourrie, sa capacité de photosynthèse augmente, donc son énergie augmente, elle augmente progressivement. Et puis, du coup, le pourcentage qu'elle doit allouer pour corriger le milieu, il baisse de plus en plus en pourcentage. En quantité, ça reste à peu près la même, mais ça en baisse en pourcentage. Et puis, du coup, il y a une croissance qui s'accélère. Et puis, elle fait une réserve d'énergie. Elle a de plus en plus d'énergie. Donc, on va le voir, nous, en pH, PE plus pH assez bas. Alors, une capacité à tamponner, à rééquilibrer, à résister au stress. En fait, elle aura une capacité à se maintenir en bonne santé. Elle sera peu attractive. Et puis, à la floraison, elle va transférer une partie de l'énergie pour la reproduction. Les organes reproducteurs sont pleins d'énergie. C'est des réserves pour le cycle d'après. Il y aura du coup, sa partie pour la santé, la réserve d'énergie va baisser. C'est un stade plus sensible. On commence à repérer des stades plus sensibles quand c'était jeune. Et puis quand on arrive après la floraison, parce que les feuilles vont transférer leur énergie vers les organes de reproduction. Voilà. Mais globalement, on a une capacité de production qui augmente. On a des réserves d'énergie pour le cycle d'après. Sur un sol qui est déséquilibré ou face à des stress, cette allocation, elle va être obligée d'en mettre beaucoup plus pour corriger le milieu. Il y en a toujours pour le métabolisme, donc elle va faire moins de feuilles et puis elle va faire surtout moins de réserves d'énergie parce qu'elle va le mettre d'abord au plus important, d'arriver à faire des feuilles. Donc les plantes vont être sensibles. La photosynthèse, en plus, comme ces sols sont quand même encore déséquilibrés, elle ne rééquilibre pas tout. Donc, la photosynthèse est moins efficace. Donc, la capacité de produire n'augmente pas forcément. Et puis, on a des plantes sensibles qui se font attaquer. Elles passent de l'énergie pour lutter. Donc, on l'a vu avec Lydia. Donc, plus elle passe d'énergie à lutter, elle finit par s'épuiser. Et puis, au total, elle passe, c'est des chiffres approximatifs, mais elle va passer plus de la moitié de son énergie
à corriger le milieu pour essayer de récupérer des éléments et ce dont elle a besoin et à se défendre. Donc la croissance, elle augmente doucement et puis à la floraison, ben, on a une partie qui va aller faire pour la reproduction, mais on va avoir des graines, enfin des produits qui sont avec beaucoup moins d'énergie que ce qu'on en aurait sur un sol équilibré. Voilà. Donc c'était une manière de voir les choses. C'est une allocation de l'énergie. Quand on commence à, c'est un cercle vicieux. Quand on commence à devoir corriger le milieu, on fait de moins en moins d'énergie. Enfin, on capte de moins en moins d'énergie. On en a de moins en moins pour se protéger, et on rentre dans cette dégradation. Et puis on peut voir aussi ça vraiment comme ce système comme un système électrique. Donc la vie est un petit courant électrique entretenu par le Soleil. C'est toujours ce prix Nobel de physiologie, dont j'en avais parlé, qui avait dit ça, Albert Szent-Györgyi. Donc c'est un système électrique avec des panneaux solaires, c'est les feuilles, qui captent de l'énergie, et puis qui chargent une batterie. Alors il y en a une partie de la batterie dans les plantes, mais elle va être beaucoup dans le sol. Ce qu'on peut dire, c'est que le carbone stable, c'est les compartiments de la batterie. C'est là où vont s'accrocher les électrons, si on prend un système vraiment électrique. Et puis le carbone labile, l'activité biologique, ça va nous donner le niveau de charge. C'est en fait un peu ce qu'on mesure à travers le potentiel redox. Alors, on cherche toujours à faire des batteries de plus en plus performantes et des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens, ils ont réussi à faire des batteries à base d'acide humique qui ont des capacités de 28 ampères-heure par kilo et à base de lignine, des capacités de 80 ampères-heure par kilo. Donc, pour vous donner une idée, c'est à peu près 50% de la capacité des batteries qu'on a dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs portables, avec de la lignine. On a quand même de quoi concentrer de l'énergie, enfin, surtout avoir des réserves, quoi. Voilà, donc ça, sur notre potentiel redox, eh ben, on va le lire. Un sol qui fonctionne bien, et ça, il va être autour de 400 millivolts, autour de la neutralité. Et puis un sol qui perd son énergie, ben, il va monter à 600. Puis par contre, c'est un sol qui s'engorge, on va être en réduit, puis on peut arriver en court-circuit. C'est-à-dire que l'analogie, là, ça serait plutôt un carburateur où on a que de l'essence et on n'a plus d'oxygène pour l'utiliser. Donc on a plein d'énergie, mais elle est complètement inutilisable. Voilà. Après, ben, la production de notre système, ben, on peut prendre l'analogie avec un système électrique. La puissance du système, ça va être la tension au carré divisée par la résistance. Donc notre potentiel redox, c'est des millivolts, c'est une tension. Et puis la résistance, en agriculture, on utilise plutôt la conductivité électrique. C'est l'inverse d'une résistance par unité de longueur. Donc notre puissance au carré, enfin notre puissance, c'est la tension au carré divisée par la résistance. En fait, si on a un sol avec une très forte résistance, donc une conductivité électrique très faible, des sols très sableux, très pauvres, eh ben on a une production qui est faible. On n'allume pas bien notre lampe. A l'inverse, si on a une résistance très faible, donc une conductivité électrique très forte, eh ben on produit beaucoup. Par contre, on vide notre batterie rapidement. Donc s'il n'y a pas les panneaux solaires qui rechargent, ben on rentre quasi en court-circuit, on vide notre batterie très rapidement et c'est un problème. Et l'hypothèse que je fais, c'est qu'en fait, en perdant notre matière organique, en fait, c'est notre batterie qui se vide, notre tension qui baisse. Pour maintenir la capacité de production, on a baissé la résistance avec des engrais chimiques solubles. Ça baisse la résistance de notre système. Ça produit beaucoup, mais ça vide d'autant plus vite notre batterie. Voilà. Donc on a vraiment vidé nos sols. Après, avec les systèmes conventionnels, les problèmes liés au travail du sol, mais plus généralement au système conventionnel, ben, c'est qu'avec notre tracteur, on laboure. Alors ça remet de l'oxygène, ça réoxyde, on fait une chose, mais le principal problème, c'est qu'on enlève les plantes. Après un labour, il n'y a plus de plantes. Et le temps qu'elles redémarrent, qu'on relance, qu'on remette quelque chose, on a perdu de la capacité à capter de l'énergie par la photosynthèse. Et donc ça, c'est le gros problème. Le deuxième problème, c'est que donc voilà, on baisse la période de photosynthèse. Le deuxième problème, c'est qu'on l'a vu, on perd de l'énergie, on a le carbone labile qui baisse, le carbone, donc notre redox qui monte, on perd des compartiments, la batterie, en fait, on est en train de la perdre, donc on se retrouve avec on n'a même plus la capacité de stocker des électrons si on en a, c'est dans ce carbone stable.
Bon, on inverse les polarités, on pourrait faire. Donc, en plus de ça, ben, on déstructure. On a perdu de l'énergie pour maintenir la structure, donc on déstructure les sols, on perd de l'habitat, on perd de la capacité à tamponner les conditions redox, on crée des déséquilibres, et puis globalement, en fait, on a dans ces systèmes conventionnels que des pratiques oxydantes. Le travail du sol, je ne parle même pas du feu, des fois qu'on peut avoir à pas mal d'endroits. La plupart des engrais sont oxydants, à part l'urée. Mais tout ce qui est en hâte et en clos, c'est très oxydant. La grande majorité des pesticides sont très oxydants. Alors il y en a quand même certains qui, au contraire, se luttent en préventif par réduction, mais la plupart de nos pesticides sont oxydants. Et du coup, ben, on se retrouve avec des systèmes où globalement, donc ce sol nu, ce travail du sol, ces pesticides, ces engrais chimiques, eh ben, on amène les plantes, on les déséquilibre, on les amène dans des zones fragiles, sensibles. Donc les pathogènes, les insectes vont se développer. Et là, la réaction de la plante, c'est localement, c'est de tuer. Elle a pas assez d'énergie pour contrôler les pathogènes par réduction. Elle va les tuer par suroxydation localement. C'est ces nécroses qu'on voit, l'envoi de l'eau oxygénée, ces marques noires, marron autour des champignons, par exemple, c'est vraiment de l'attaque à l'eau oxygénée. Donc localement, elle tue par suroxydation. Et puis après, bon, elle envoie un signal quand même à la plante de se dire, au reste de la plante, attention, il faut se réduire. Donc on change le métabolisme, on fait un peu moins de croissance et un peu plus de réserve. Mais globalement, c'est ça le schéma. Donc en conventionnel, on amène vers la maladie, et puis après, derrière, on tue les maladies, on aide la plante à tuer les maladies par suroxydation. C'est ce qu'on va faire avec pas mal de pesticides. Voilà. Donc, bah ça, on peut dire qu'en agroécologie, on peut dire on va travailler sur l'efficience des produits, donc en mettre moins, faire de l'agriculture de précision, voilà, on peut essayer de substituer les produits par des produits qu'on pense moins toxiques, moins dangereux pour la santé. On reste dans une approche de CID, on va tuer, on va lutter contre, au lieu de s'appuyer sur la vie, on va tuer tout ce qui nous embête et pas que. Voilà. Donc on peut se poser la question de l'impact sur la qualité des produits. On commence à avoir de plus en plus d'évidence que ça pose un problème. Les impacts sur la santé des consommateurs, ça on a très peu de choses, donc on commence à essayer d'y travailler, de monter des projets là-dessus. Mais l'idée surtout, c'est comment on va sortir de ça, et donc de chercher vraiment de la prophylaxie, une protection agroécologique des cultures. On va essayer d'éviter de mettre les plantes dans des conditions favorables aux maladies, d'organiser les paysages aussi pour que ça se transmette moins des côtés épidémiaux. Mais surtout, l'idée, ça va être de maintenir les plantes dans un état d'équilibre qui sera défavorable au développement des pathogènes et aux attaques d'insectes. Donc pour ça, il faut vraiment les ramener là. Et c'est en fait, on retrouve, moi je viens au départ, moi je travaille sur la conception de systèmes en agroécologie. Et cette approche redox, ça conforte dans toutes les pratiques qu'on fait. En fait, comment on va maintenir ces plantes dans des conditions d'équilibre? Il va falloir refaire de la structure du sol, cette régénération des sols. Pour ça, on passe par les couverts végétaux, on évite de perturber le sol, on des apports de matière organique, on favorise l'activité biologique, la biodiversité. Donc, toute une série de leviers. Il n'y a pas une méthode miracle, mais on a des leviers. Et si on combine les leviers dans le bon sens et au bon moment, on peut avoir un impact important. Mais ça demande une reconception complète des systèmes. On ne peut pas se contenter de dire bon, on va en changer un produit par un autre et faire ça à une période différente ou une autre, changer une variété. Il y a une reconception complète des systèmes avec en tête de régénérer les sols. Donc le fonctionnement, sur un sol dégradé, voilà, on a vu des fortes fluctuations de pH redox, une faible diversité dans l'espace. Donc un microbiote du sol qui est assez déséquilibré, là on ne va pas avoir moins de bactéries ou moins de diversité, on ne va pas avoir les mêmes, et on va avoir des bactéries surtout opportunistes et qui sont souvent très compétitrices, en particulier pour le fer, elles vont être capables d'aller chercher le fer, c'est un héritage aussi d'il y a longtemps. Elles sont très fortes pour choper le fer, en particulier, les cyanobactéries en particulier. Voilà, mais ça, on a souvent des bactéries, enfin des micro-organismes pathogènes qui vont dominer largement les micro-organismes favorables.
Quand on commence à mettre une plante là-dessus, qui capte l'énergie du soleil, qui fait de la photosynthèse, qui fait des sucres, elle va alimenter par le sol par ses exudats racinaires. Elle va modifier les conditions pH redox. Ça va modifier le microbiote de la rhizosphère. Elle va vraiment utiliser ça, qui va modifier le pH redox en particulier, hein, mais aussi de l'humidité, enfin différentes choses. On a la même chose au niveau de la phylosphère, hein, c'est des holobiontes. À plus long terme, les apports de biomasse, les retours au sol quand la plante meurt, ça va nourrir la macrofaune. Macrofaune plus racines, plus micro-organismes, ça va permettre de commencer à améliorer la structure. Donc on a une structure qui s'améliore, on tamponne les conditions pH redox, on les équilibre. On a une large gamme de niches pH redox. Donc on a une microflore qui se développe beaucoup plus favorable. Ça améliore la nutrition. On augmente la diversité aussi avec les plantes au-dessus, ça augmente la diversité en dessous aussi. Ça va permettre d'avoir des micro-organismes favorables qui vont nous faire des antibiotiques naturels, des éliciteurs, des composés qui vont renforcer la santé des plantes. Donc on va avoir une plus forte croissance, un équilibre, une photosynthèse qui s'améliore. Les éléments disponibles les éléments sont plus disponibles. On augmente la production, on a des forts apports de biomasse, des forts exudats, une forte activité biologique, une forte biodiversité. Et là, on a des micro-organismes favorables qui vont dominer les pathogènes. Donc on ne va pas supprimer les pathogènes, ils ont toujours des manières de s'enquister, de trouver des formes de résistance. Par contre, on les met dans un environnement où ils ont tellement de compétition par rapport aux autres qu'ils n'arrivent pas à prendre le dessus. Voilà, c'est ce qu'on appelle des sols suppressifs des maladies. Et c'est vers ça qu'on veut aller. Alors, je vais le dire encore une fois, toute l'énergie du système vient de la photosynthèse, ça le montre encore. Pour lancer ces systèmes, refaire de la structure, nourrir tous ces micro-organismes, cette macrofaune, c'est de l'énergie qui vient de la photosynthèse. Voilà, donc comment on va passer de ce sol dégradé où on a peu de matière organique, une faible activité biologique, une mauvaise structure, une faible disponibilité des éléments nutritifs, donc des plantes sensibles, à l'inverse, où tout fonctionne comme on le souhaite, avec une bonne structure, une forte activité biologique, des équilibres, une diversité, ces choses-là. Il va falloir régénérer les sols, donc ça va pas se faire en 3 mois, enfin, il faut du temps. On va essayer de relancer ça, donc monter le taux de matière organique, l'activité biologique, surtout refaire la structure, relancer la biodiversité, puis une nutrition équilibrée. Donc, et puis des conditions pH, redox, de l'eau, de l'air équilibré. Ça va passer par déjà diversifier les plantes, mettre une diversité à ce niveau-là, et puis surtout augmenter la photosynthèse au maximum, donc changer les systèmes, c'est une reconception des systèmes. Donc la stratégie, c'est de mettre un maximum de plantes pour produire récupérer le maximum d'énergie pour faire tourner notre système comme il faut, le régénérer et le faire tourner comme il faut. Le problème, c'est qu'il faut arriver à faire pousser les plantes. Donc la tactique, c'est comment on fait pousser. Donc on passe vraiment d'une approche d'itinéraire technique où on résout un problème par une application d'un truc, par un geste technique, on va labourer, on va mettre un peu... On va le remplacer par une approche système, c'est-à-dire qu'on va faire fonctionner le système par les rotations, par la diversité des plantes, en augmentant la production de biomasse au maximum. Et puis, pour l'augmenter, cette production de biomasse, on va utiliser les itinéraires techniques pour permettre cette production des plantes, mais pas que des cultures, aussi tous les couverts végétaux qui vont nous permettre d'amener cette énergie au sol. Donc, ça veut dire relancer, il va falloir mobiliser toute une série de leviers, et plus le sol est dégradé, plus il va falloir remettre d'énergie dedans, plus il va falloir mettre des leviers à la fois et rapporter de l'énergie extérieure au début, c'est-à-dire au début, si on veut que nos plantes poussent, il faut labourer parce que sinon elles ne vont pas démarrer. Il faut les fertiliser, y compris les couverts végétaux, les fertiliser, en particulier les fertiliser en apport foliaire, parce que si le problème c'est un déséquilibre, c'est des carences induites par les conditions du milieu, de mettre des engrais sur le sol ne va pas apporter grand-chose. En foliaire, on sera beaucoup plus efficace.
Voilà. Donc ça va permettre de maximiser la photosynthèse. On peut inoculer avec des micro-organismes favorables, ça va jouer aussi sur la structure du sol. Donc c'est vraiment combiner tous ces leviers. Puis on aura des plantes qui seront un peu moins malades, donc il va falloir quand même les protéger. Mais on va faire de la nutrition foliaire, des antioxydants préventifs. On va pouvoir essayer d'apporter le maximum d'énergie aussi sur la plante en direct pour qu'elle fonctionne. On l'a dit aussi, mettre des animaux dans le système, ça aide beaucoup. C'est une transformation de la matière organique, c'est un microbiote qui a pas dans un sol. On peut mettre tous les couverts qu'on veut, ce n'est pas les mêmes conditions, ce n'est pas les mêmes milieux. Donc si on regarde comment ça va évoluer au niveau de la santé du sol, on va avoir des conditions PE plus pH au départ qui sont très fluctuantes et puis très peu diverses dans l'espace. Et puis progressivement, ça va se stabiliser et on va avoir une plus grande diversité dans l'espace. Donc on passe d'un sol déséquilibré à un sol suppressif, on augmente l'homéostasie, pH redox, puis la diversité. Et puis au niveau des plantes, on va passer d'un truc où elles sont très souvent en conditions trop oxydées, à devoir se battre, les protéger, à progressivement avoir des plantes qui seront dans un état où elles seront peu sensibles. Et puis avec la diversité, on joue sur les paysages aussi. Voilà, donc là on va avoir des plantes résistantes. Donc je ne vais pas aller plus loin, je pense. Je vais juste redire, il faut des sols sains pour avoir des plantes saines, mais il n'y a pas de sol sain sans plantes. Donc la seule solution pour s'en tirer, c'est de remettre des plantes au maximum. C'est ce qui fait un peu peur quand on voit tous les incendies partout, toutes les destructions qu'il peut y avoir. Il faut relancer ça. Et puis casser quand même quelques idées qui sont vraies en agriculture conventionnelle, mais qui sont fausses quand on arrive à fonctionner sur des systèmes avec des sols régénérés. La première chose, c'est que la durabilité, elle repose sur une forte productivité. On a besoin de mettre un maximum d'énergie dans nos sols pour maintenir la structure, pour nourrir des bactéries qui vont produire des antibiotiques, pour toutes ces choses-là. Donc, il n'y aura pas de durabilité sans une forte productivité. On entend souvent l'inverse, les fortes productivités, c'est pas durable. C'est pas durable quand on force la productivité par des engrais chimiques qui nous vident la batterie. Okay, qui baisse la résistance, qui vide la batterie. Par contre, c'est indispensable on n'aura de la durabilité que si on a des plantes qui produisent beaucoup, qui apportent de l'énergie au système. Voilà. Et donc, sol nu, sol foutu. Voilà, les guignols du fond ont applaudi avant. Voilà, mais c'est pour bien comprendre. Voilà, c'est vraiment une approche sur les systèmes. Il faut relancer un maximum les plantes. Les itinéraires techniques, ça devient juste pour appliquer la stratégie. La stratégie, c'est maximiser l'apport d'énergie, enfin la récupération d'énergie solaire par la photosynthèse. Et il ne faut pas oublier que les rayons UV du soleil, l'énergie du soleil, c'est stérilisant. Donc, du soleil qui tape un sol nu, ça oxyde, ça stérilise. Et ça nous détruit complètement, alors que du soleil qui tape des feuilles, c'est l'énergie primaire de tout notre système. Donc tout le système va fonctionner là-dessus. Donc c'est vraiment indispensable de remettre des plantes au maximum dans le système et puis d'utiliser tous les leviers qu'on peut avoir. Plus le sol est dégradé, plus il va falloir activer de leviers en même temps. Ne pas se priver d'un travail du sol si ça permet à la culture, au couvert végétal de s'implanter. Ça ne sert à rien de mettre des graines si elles ne peuvent pas démarrer. Par contre, quand on commence à avoir restauré les sols, là, le travail du sol, il détruit les mycorhizes, il détruit pas mal de choses. Donc, il faut s'en passer dès que possible, le plus vite possible. Et c'est pareil pour les pesticides, pour la nutrition minérale. Donc, progressivement, c'est bien comprendre où on en est dans la dégradation, dans la restauration, pour appliquer de manière intelligente, combiner les différents leviers, remettre de l'énergie.